Avec Farida Setiti, on va voir les conséquences de ce qui s'est passé à New York pour le Parti socialiste. Bonjour. Bonjour. Immense soulagement, c'est le maître mot des socialistes après la libération de DSK. Pourtant, ce coup de tonnerre ébranle le PS. D'une part, il perturbe d'ores et déjà le calendrier des primaires. François Hollande ne voit aucun inconvénient à un report de la date. C'était prévu le 13 juillet, ça peut se faire fin juillet, voire même encore un peu plus tard, mais il est clair qu'à la fin du mois d'août, nous devons être totalement dans la primaire. Un avis partagé par Ségolène Royal, mais à condition, bien sûr, dit-elle, qu'il en fasse la demande. Tant que Dominique Strauss-Kahn lui-même ne demande pas une modification du calendrier, toute décision intempestive ou toute annonce qui va dans ce sens est prématurée. Maintenant, ça reste possible. La date du dépôt en tant que telle des candidatures n'est pas une date cruciale. Quant aux Français, ils sont 49% à souhaiter voir Dominique Strauss-Kahn revenir sur la scène politique. 45% y seraient opposés. Mais la question qui taraude les socialistes est bien au-delà. C'est DSK va-t-il revenir? Alors, M. Moscovici, en vous ralliant à François Hollande, est-ce que vous n'avez pas été un peu rapide? Je comprends à peine la question. Parce que, au fond, d'abord, il fallait bien que la vie continue. La vie politique continue. Et donc, nous avions, nous, des dates qui étaient prévues depuis longtemps, c'est-à-dire le 28 juin, date de dépôt, du début du dépôt des candidatures. Moi, je ne me voyais absolument pas rester sur le bord du chemin. J'ai soutenu, avec la plus grande loyauté, la plus grande énergie, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn était absent de la compétition. Et j'avais un choix à faire, qui était soit ma candidature, soit le soutien à un autre candidat. Je l'ai fait, on expliquera peut-être pourquoi et comment. Et donc, si vous voulez, cette espèce de reconstruction, comme si on avait pu imaginer, mais qui l'avait imaginé, ce rebondissement incroyable, dont je me félicite, bon, il était inimaginable, et donc, la vie politique continue. J'ajoute qu'aujourd'hui, bien malin, et plus que ça, bien lucide, ultra lucide, serait celui qui peut dire ce que Dominique Strauss-Kahn lui-même va faire. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il est important que dans cette période-là, nous fassions preuve de la plus grande décence, de la plus grande retenue, de la plus grande humanité, de la plus grande amitié à l'égard de Dominique Strauss-Kahn, parce qu'il le mérite. Il a été victime dans cette affaire-là. Mais en même temps, s'agissant de la politique, il est tout à fait logique que les socialistes continuent le débat entre eux et le débat avec la droite, comme nous l'aurons tout à l'heure. Mais et justement, donc, moi, j'avais un choix à faire, je l'ai fait en conscience. Oui, mais justement, sachant que Strauss-Kahn avait passé un pacte avec Martine Aubry, est-ce qu'il ne vous avait pas demandé de soutenir plutôt Martine Aubry que François Hollande? Je ne vais pas décrire les conversations que j'ai pu avoir avec Dominique Strauss-Kahn ces dernières semaines. Elles étaient essentiellement amicales, essentiellement. Et pour le reste, quand j'ai été amené à lui faire un certain nombre d'analyses, je pense qu'il a pu comprendre mes analyses. Alors, tout de même, Pierre Moscovici, imaginons que Dominique Strauss-Kahn revienne pour être candidat aux primaires. Vous allez vous trouver coincé. Et encore une fois, la politique fiction, c'est un art quand même, intéressant. vous ne pouvez pas ne pas penser à ça. Pardonnez-moi. Il y a une chose à laquelle je pense d'abord. Je suis un ami de Dominique Strauss-Kahn, c'est peut-être pour ça que vous m'avez invité. Encore, vous m'aviez invité avant. Oui, avant depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Et moi, quand il a été mis dans cette situation, avant tout, je me suis senti touché dans mon affection pour un homme. Et aussi, je me suis posé des questions. Aujourd'hui, je vois qu'on va vers un dénouement heureux. J'y pense. Mais vous savez, je pense à lui. Et il faut que vous pensiez à lui. Est-ce que vous imaginez que dans la situation qui est la sienne aujourd'hui, après cette épreuve terrible qu'il a traversée et qu'il n'a pas fini de traverser, Dominique Strauss-Kahn est en train de se demander ce qu'il va faire dans les primaires? Je vous réponds non, non et 1000 fois non. Je crois que c'est un homme qui doit être atteint, je ne sais pas jusqu'à quel point, je ne sais pas comment, et je ne sais pas, notamment, deux choses qui sont fondamentales. Premièrement, quel sera son rapport à la politique? Est-ce qu'il aura encore envie de cela? Et deuxièmement, quel sera le rapport de l'opinion à cet homme politique qu'il est et qui a un très grand talent? Et donc, encore une fois, il faut avancer. Avancer en amitié avec lui, avancer dans le respect de ce qu'il est, mais avancer. Et j'avance. Mais si lui ne sait pas, les Français, en tout cas, savent, parce qu'il y a 51% des sympathisants de gauche qui souhaitent voir DSK se présenter à la candidature à la primaire. Pardonnez-moi, mais vous venez de montrer un sondage dont la question était, souhaitez-vous... Sur les Français en général, mais là il s'agit des sympathisants de la gauche. Pardonnez-moi, vous savez, dans un sondage, il faut toujours lire les questions. Et la question est, souhaitez-vous qu'il revienne un jour dans la vie politique? Ça, c'est les 49%, mais il y a 51%. Farida Setiti, cette question, c'est pas est-ce que vous souhaitez qu'il se présente aux primaires, c'est est-ce que vous souhaitez qu'un jour,
Quel jour, je ne sais pas. Il joue un rôle politique, on ne sait pas quel rôle. Si, il y a une question très précise sur souhaitez-vous que la justice américaine évolue de façon suffisamment rapide pour que Dominique Strauss-Kahn puisse participer aux primaires? Pas du tout. C'est pas cette question-là qui est posée. C'est pas celle qui est publiée. Il y en a une aussi. C'est pas celle-là qui est publiée. Si, elle est publiée. Elle est publiée. Je vais vous répondre comme François Hollande. Je vais vous répondre comme François Hollande, parce que je pense que là-dessus, il a été à la fois élégant et intelligent. La chose suivante, c'est que si Dominique Strauss-Kahn, par hypothèse, et je le souhaite et je le crois sincèrement, se trouve blanchi totalement, si son innocence est reconnue, si son honneur est totalement retrouvé, s'il a envie d'être candidat aux primaires, ce n'est pas par une procédure bureaucratique qu'il faut l'en empêcher. Et donc, il est possible à ce moment-là de rouvrir le dépôt des candidatures. C'est ce qu'a dit François Hollande, c'est ce qu'a dit Ségolène Royal, c'est ce que je dis moi-même. Et donc, franchement, à ce moment-là, dans cette hypothèse que vous caressez, eh bien, nous verrons ce qui se produit et nous le verrons avec lui. Mais justement, on va écouter Paul Quilles, ancien ministre de la Défense socialiste, qui n'apprécie absolument peu ce que disait François Hollande à propos des primaires, justement. Il n'a pas beaucoup apprécié en général ce que disait François Hollande. On va l'écouter. Et vous allez répondre. Même si Dominique Strauss-Kahn réussit à être, si je puis dire, innocenté d'un crime, les faits ne disparaissent pas par enchantement. Et il est bien clair que ceux qui font semblant de croire que Dominique Strauss-Kahn peut reprendre pied dans la vie politique en l'espace de quelques semaines racontent des histoires. Donc vouloir en quelque sorte passer la main dans le dos, flatter l'électorat qui avait beaucoup de sympathie pour Dominique Strauss-Kahn, je trouve que ça n'est pas correct, c'est un petit peu indécent. C'est de la manœuvre politique de la part de François Hollande. Pardonnez-moi, cette déclaration me choque énormément. Notamment, je vais vous dire ses propos. Mais elle me choque, je lui réponds. Elle me choque sur un point notamment, une phrase qu'il a prononcée. Il a dit, s'il est innocenté d'un crime, les faits ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Pardonnez-moi, quand vous êtes innocenté de charge, les faits disparaissent d'eux-mêmes. Et on ne peut pas laisser insinuer ainsi qu'il y aurait quelque chose qui en resterait. Ça, c'est simple. C'est le travail de la justice. Voilà un homme qui était totalement respecté et respectable. Il est accusé. Le jour où il y a un non-lieu, c'est fini. Et quelqu'un comme Paul Quilles devrait respecter ça. Et donc, je suis en désaccord complet avec cette thèse-là. Si Dominique Strauss-Kahn est libre, s'il est blanchi, et s'il a envie de faire de la politique, ce n'est pas par des procédures que l'on empêchera. Peut-être sera-ce la politique qui l'empêchera. Peut-être l'opinion des Français ne sera-t-elle pas si claire que ça. Peut-être son désir à lui ne sera-t-il pas si grand. À quoi Paul Quilles fait allusion, à tout ce qui a été raconté sur les relations de Dominique Strauss-Kahn avec les femmes. Je déteste ce genre d'allusions, je les déteste. Et vous savez très bien, alors pour le coup, que les Français, quand on les a interrogés, à 90%, ont répondu que la vie privée des hommes politiques n'avait pas d'importance pour eux. Ce qui était important dans cette affaire-là, c'est qu'on le considérait comme un criminel. Et j'en profite pour dire une chose. Moi, pendant des émissions, des heures et des heures, on m'a dit « Vous saviez ». Mais vous saviez quoi? Non, je n'ai jamais rien su qui me laissait penser que Dominique Strauss-Kahn pourrait être coupable de tels faits. J'ai toujours cru à la présomption d'innocence, j'y crois encore, et Paul Quilles ferait mieux d'éviter les condamnations morales. Mais justement, on va écouter Eva Joly sur DSK et les femmes, justement. On a voulu créer la confusion entre la séduction, le libertinage et la transgression de la violence. Et si cette transgression a eu lieu, c'est criminel. Alors la candidate des Verts estime qu'on a été un peu trop indulgent à l'égard de DSK. Non, c'est un peu le contraire. Pardonnez-moi, je comprends sa déclaration de la façon suivante. Ah non, mais pardonnez-moi, mais ça me paraît assez elle venait à l'appui des féministes à ce moment-là, qui étaient en train de dire on ne parle pas suffisamment de la victime. Mais ce qu'elle dit est pour moi totalement correct. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la séduction éventuelle, il y a les rapports avec les femmes, somme toute, c'est sa vie privée. Et de l'autre côté, il y a autre chose qui aurait été un crime. Un crime, ça aurait été impardonnable. Et si j'avais appris, moi, que Dominique Strauss-Kahn était coupable d'un crime, ça m'aurait révulsé. Je ne l'ai jamais cru. Je ne le crois pas aujourd'hui. Il va probablement en être blanchi. Et pour le reste, il restera la vie privée qui, comme l'a dit Mme Joly, n'a pas d'importance pour les Français. Vous connaissez quand même les rapports qu'avait Dominique Strauss-Kahn avec les femmes, M. Moscovici. Pardonnez-moi, je pense qu'en parler maintenant, alors qu'on est encore dans ce... Non, c'est pas ça. Alors qu'on est dans cette zone grise, c'est un peu curieux. Alors attendez, je voudrais, parce qu'il a été attaqué sur un autre point, Dominique Strauss-Kahn, par Arnaud Montebourg. Ça concerne l'argent, on l'écoute.
C'est vrai que à la fois les milliers de dollars qui vont être dépensés pour tenter de décrédibiliser une femme pauvre, noire, qui travaille dur, qui s'est plaint d'un viol, ce n'est pas rien, moi me gêne. Je ne l'accepte pas. C'est Kenneth Thompson, hein? Pardonnez-moi, Arnaud Montebourg, là, il prouve que parfois, il arrive qu'on parle pour ne rien dire, ou qu'il aurait mieux valu se taire. Parce que je ne sais pas s'il y a eu des milliers de dollars qui ont été dépensés pour la décrédibiliser. Il y a probablement des milliers de dollars qui ont été dépensés d'enquête. Et on s'est aperçu de quoi? Qu'elle n'était pas crédible. Et quand il s'agit, dans un système accusatoire, d'arriver à tester la fiabilité d'un témoin, alors il faut le faire. Et ceux qui ont dépensé ces milliers de dollars pour savoir si Mme Diallo était la femme honorable, fiable, crédible qu'on a dit, alors qu'il s'avère que c'est quand même beaucoup plus compliqué, ceux-là ont eu raison de le faire. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est comme l'innocence d'un homme qui est en jeu. Et voyez-vous, quand on joue au procureur, qu'on n'est pas procureur, il faut toujours rester extrêmement calme, extrêmement prudent. Je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour Arnaud Montebourg. Allez, on parle de François Hollande. Justement, pourquoi avez-vous choisi François Hollande et pas Martine Aubry? Écoutez, d'abord, qu'une chose soit claire, nous allons vers une primaire qui doit être une primaire respectueuse. Et j'ai, pour Martine Aubry en particulier, de l'estime, et puis j'ajoute de l'amitié. Et donc ça n'est pas en cause. Et pour ma part, je ne serai pas du tout de ceux qui souhaitent que la primaire tourne au pugilat, aux petites phrases, etc. C'est une femme qui est de très grande qualité, et j'aurais pu aussi la choisir. J'ai réfléchi longuement à ce que je devais faire après que Dominique Strauss-Kahn se soit retiré de la vie politique. Parce qu'il était retiré de la vie politique et il l'est encore aujourd'hui. Je pouvais présenter ma candidature moi-même. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Vous l'aviez envisagé, il est vrai. Bien sûr, et c'était une solution, je m'en sentais tout à fait capable, mais en même temps, je n'avais pas envie d'ajouter, pardonnez-moi, je dis ça pour personne, une petite candidature de plus, une candidature de témoignage de plus. Je voulais une candidature qui ait de la surface, qui puisse éventuellement créer la surprise. Mon sentiment au final, pour des tas de raisons, était que, comme les choses intervenaient tard, c'était compliqué. Et donc je me suis trouvé ramené au choix entre deux candidats. Mon choix, il a été mûri à partir d'interrogations que je leur ai adressées, à partir aussi du choix de mes amis. C'est un choix collectif. Je ne suis pas un homme qui vient tout seul soutenir un candidat. Il y a avec moi, et on le verra dans les prochains jours, j'ai arrêté les appels, je n'ai pas voulu diffuser quelque chose, mais des centaines d'élus qui sont à mes côtés. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est un choix de sensibilité. Il y a trois raisons pour lesquelles j'ai préféré soutenir François Hollande. La première, c'est que même si on a des profils différents, des tempéraments différents, et somme toute complémentaires, je pense que François Hollande est plus proche du réformisme de gauche tel que je le pratique et le vis. Avec, par exemple, une question qui reste une question très forte pour moi, la question européenne. J'ai été ministre des Affaires européennes, vice-président du Parlement européen. La passion européenne, la joie européenne, l'enthousiasme européen, même si ce n'est pas la naïveté européenne, c'est fondamental. Il y a une deuxième raison, c'est que quand je regarde la façon dont se déploient les forces dans le Parti socialiste, j'ai le sentiment qu'on peut construire quelque chose de nouveau avec François Hollande, faire apparaître de nouveaux visages, se tourner vers le futur, que la place des nouvelles générations va être plus importante là. Et donc, c'est ce que je souhaite. Enfin, je pense qu'en effet, que François Hollande a changé et qu'aujourd'hui, il est prêt à diriger le pays. Justement, à propos de nouveaux visages, vous dites qu'il est le seul à même de pouvoir moderniser le parti. Ça veut dire que le PS est un vieux parti ? Non, mais ça veut dire que je pense qu'il faut aussi faire apparaître cette nouvelle génération à ses côtés. J'ai noté par exemple que quelqu'un comme Vincent Peillon, avec d'autres, venait aussi de rejoindre François Hollande. Et je crois que si vous voulez, dans l'équipe que nous constituerons autour du candidat ou derrière le candidat, il peut y avoir cette nouvelle génération. Mais enfin, vous avez bientôt 54 ans, je crois. François Hollande va avoir 57 ans. Bon, Martine Aubry, on va taire son âge parce qu'on est élégant. Bon, enfin, c'est pas beaucoup plus. Donc, en quoi incarnez-vous davantage la jeunesse qu'elle? Pardonnez-moi, mais c'est pas une question d'âge ou d'état civil. D'ailleurs, forcément, j'allais dire, quand on a de l'expérience et qu'on est socialiste, on n'est pas tout jeune parce que nous aurons quitté le pouvoir depuis 10 ans. Et tel que vous me voyez, avec ces 54 ans, je suis le plus jeune ancien ministre socialiste. C'est ainsi. J'étais le plus jeune ministre de Jospin. Et il faut avoir un peu d'expérience aussi. Non, c'est d'autres choses dont je parle. C'est le sentiment que dans cette équipe-là, y compris autour de François Hollande, il y a des gens qui n'ont pas exercé les responsabilités suprêmes, qui peuvent apporter un peu d'air frais. Et puis derrière nous, avec nous, il y a des élus de province, c'est important, pas seulement de l'Île-de-France, aussi de l'Île-de-France, des gens jeunes, des hommes, des femmes, de la diversité. Et je pense que cette équipe, elle est plus neuve. Moi, j'ai lu dans votre déclaration quelque chose qui m'intrigue. Nous incarnons le réformisme radical. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça, c'est une expression que nous avons inventée avec Dominique Strauss-Kahn dans les années 2002-2003. Réformisme radical, ça veut dire qu'on s'attaque avant tout aux inégalités et qu'on s'attaque aux inégalités à la racine. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins égal ? Ça tient souvent aux conditions de naissance, ça tient au quartier dans lequel on est né, ça tient au statut social des parents. Et on l'avait inventé avec une proposition notamment phare à l'époque, créer un service public de la petite enfance pour faire que, selon qu'on appartienne, moi je suis élu à Montbéliard, dans le quartier de la Petite Hollande, qui est un quartier de rénovation urbaine, ou dans le quartier central, la ville-centre, on ait exactement les mêmes chances. C'est-à-dire faire en sorte que l'égalité des chances, l'égalité des possibles, elle soit assurée à la base. Faire de la prévention plutôt que de réparer ensuite. Non, ça vaut aussi pour les égalités territoriales, faire en sorte de mettre, par exemple, des politiques de solidarité très fortes pour les banlieues. Martine Aubry a fait une proposition dans le cadre du projet socialiste que j'ai approuvé. Mettre 300 000 emplois d'avenir, des emplois jeunes, appelons-les comme ça, même si ce n'est pas exactement les mêmes. Mais j'ai ajouté une chose, faire en sorte que 150 000 de ces 300 000 emplois soient tournés vers les banlieues, les jeunes des banlieues. Et c'est ça le réformisme radical, c'est s'attaquer aux inégalités à la racine. Et puis, il y a aussi un petit jeu de mots. Ça veut dire qu'on peut être quand même très réformiste, très modéré, très social-démocrate et aussi très radical. D'accord. Dernière question. Et pas seulement radical socialiste. François Hollande disait justement que vous allez jouer un rôle important dans cette campagne. Vous savez lequel? Moi, je le sais. Lui le sait aussi. Dites-nous-le. Mais c'est à lui de l'annoncer parce que c'est lui le candidat. On a évoqué le titre de coordonnateur de la campagne. Ça m'irait si c'était le cas, parce que ça voudrait dire que je pourrais un peu m'occuper de tout et essayer de mettre du lien, de la diplomatie, faire travailler les équipes. C'est ça que j'aime. Pour le reste, je ne me vois pas comme un adjudant-chef ou un caporal, ni même un lieutenant. Il est peut-être temps d'être au moins un capitaine dans cette affaire-là. Mais François Hollande annoncera son organigramme. On arrête. Une dernière. Est-ce que si Strauss-Kahn revenait, est-ce que vous regretteriez votre choix? Je pense que je vous ai déjà répondu. Très bien, merci Farida. On marque une pause et puis ensuite on retrouve Romain Desarts pour l'After RMC.